Nous avons besoin de certains logiciels pour pouvoir développer des scripts Python d'automatisation de smartphones Android. Qu'avons-nous besoin? D'un éditeur de code, exemple PyCharm, Visual Studio. Ensuite, bien sûr, il faut Python d'installer sur votre système d'exploitation et installer le module Appium. Il faudra le Java JDK, le Node.js et les outils SDK Manager qui sont 2 fichiers zip qu'il va falloir dézipper dans certains répertoires. Il y aura aussi le Build Tools qu'il va falloir installer. Et on va installer également l'Appium Desktop, qui est une autre version du serveur Appium qui va nous permettre de rédiger nos lignes de code, puisqu'il va falloir faire de l'inspection de code. Je rappelle, cette formation fait suite à la formation Selenium. Donc, il vaut mieux se former à Selenium pour comprendre les commandes, puisqu'après Appium, il n'y aura juste à passer à peu près les mêmes commandes. Puisqu'à Appium, le module Appium Python, les lignes des commandes sont basées sur celles de Selenium. Et enfin, on installera Tesseract, qui est de la reconnaissance de caractères, dans le cas où on a des difficultés à inspecter le code. On va pouvoir récupérer l'élément, extraire le texte et faire des comparaisons, savoir si on clique sur les bons boutons ou pas. Donc, l'éditeur de code, alors moi, j'ai PyCharm qui est installé, qui est ici. Ça pourrait être aussi bien Visual Studio. Et bien entendu, il faut Python d'installer. Donc, moi, j'ai PyCharm, mais il faudra, bien entendu, installer Python et le module Appium. Alors, pour savoir quand un programme est installé, il suffit d'ouvrir le terminal. En bas à gauche, vous tapez CMD. Vous ouvrez le terminal et vous tapez la commande. Donc là, par exemple, Python, ~6, et vous tapez version ou V, ça dépend des commandes. Et là, vous allez savoir si le programme est installé. Soit il y aura un message d'erreur, il va dire commande non trouvée, soit il va afficher, il va exécuter la commande. Et là, ça prouve que le programme est bien installé. Alors, il y a des problèmes de version, donc c'est pour ça qu'on vous invite à tester les versions pour tester si le programme est installé. Après, il y a des problèmes de compatibilité. Il y a aussi d'autres problèmes, des variables d'environnement. On verra ça un peu plus tard. Le programme est peut-être installé, mais il n'est pas dans vos variables d'environnement. Et donc, votre terminal ne trouve pas la commande. Donc là, on a Python. Et pour installer le module Appium, c'est très simple. Au cas où la commande change, vous tapez Python install module Appium et vous aurez la commande. Alors, ici, pip install Appium Python client. Alors, moi, je vais taper pour être sûr que tout s'installe correctement. Je vous recommande cette commande, Python M. Et là, vous mettez pip install Appium Python client. Je l'ai déjà installé, donc normalement, il va me dire que c'est déjà installé. Vous, sinon, ça va s'installer. Requirement already satisfied. Appium Python client. Donc, vous allez voir, ça va s'installer. Et si jamais il y a des messages d'erreur, bien entendu, copiez-coller les messages d'erreur dans Google et vous allez être redirigé vers des sites comme Stack Overflow. Si vous ne connaissez pas Stack Overflow, vous devez connaître Stack Overflow quand vous êtes développeur, puisque vous trouverez énormément de réponses à vos questions. Donc, continuons dans notre liste. Nous devons installer maintenant le Java JDK. Alors, je vous passerai le lien, sinon vous tapez télécharger, download Java JDK. Vous l'avez ici. Alors là, c'est la version 15. Au moment où vous regardez la vidéo, ce sera peut-être la version 16. Il faudra voir.
Et vous arriverez donc sur cette page où on va vous inviter à le télécharger et à accepter la licence. Il va falloir choisir la version par rapport à votre système d'exploitation. Le mien est Windows, x64 installeur. Je clique dessus, j'accepte les conditions générales et je télécharge. Et vous voyez, en fait, ici, on est sur la 16.01. Alors, prenez note des versions, parce que quand vous avez des messages d'erreur, très souvent, c'est dû à des problèmes de compatibilité entre toutes ces briques technologiques que nous avons installées sur l'ordinateur. Donc, Java, je l'ai téléchargé, il est là. Je vais cliquer dessus pour l'exécuter. Alors là, vous ne voyez pas ma fenêtre, mais Windows va vous demander, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? C'est Java, bien entendu, c'est utilisé par 1 milliard de machines dans le monde. Tout ce qui est objets connectés, etc., utilise aussi du Java. Donc, vous n'avez aucun risque, n'ayez crainte avec Java. Vous cliquez sur « Suivant ». Alors, prenez note du chemin d'accès où il s'installe ici. C'est programme file Java JDK 16.01 parce qu'il va peut-être falloir l'ajouter dans les variables d'environnement. Nous verrons ça plus tard. Et chaque programme que vous allez installer, notez bien note où cela est installé. Nous allons en avoir besoin. Je clique sur « Suivant » et c'est parti. L'installation de Java va démarrer. Je vais mettre en pause pour vous éviter de patienter, à moins que ça aille super vite. Oui. Donc là, je ne réfléchis même pas. Je vais juste à « Next Step ». Voilà. Et là, je suis redirigé sur la documentation. Parfait. Et si vous cliquez sur « Next Step », vous êtes redirigé vers la documentation. Donc, il suffit maintenant de fermer. Et d'ailleurs, il y a le message ici de confirmation que l'installation s'est bien déroulée. Donc, revenons à notre liste. Nous avons installé le Java. Et là, on va tout de suite vérifier une chose, c'est les variables d'environnement. C'est extrêmement important. Donc, on va faire une petite parenthèse sur les variables d'environnement et j'ai préparé des slides que je partagerai également. Donc, pour les variables d'environnement, il faut taper en bas dans la barre de recherche Windows, vous tapez variables et vous voyez ici modifier les variables d'environnement. Vous cliquez. Quand vous cliquez, vous voyez ici variable d'environnement. Variable d'environnement. Et là, s'ouvre une fenêtre pop-up avec en haut les variables pour l'utilisateur. Donc là, moi, c'est GOT. Et les variables système, qui sont pour tous les utilisateurs. Et remarquez, ici, vous avez le nom de la variable et ici, vous avez la valeur. Donc, quand vous double-cliquez sur une variable, vous avez la possibilité de la modifier ou de rajouter des valeurs. Celle-ci, c'est la Java Home, elle est très connue. Elle a été automatiquement rajoutée. Vous voyez? Donc, vérifiez bien avec le fameux chemin d'accès. Ça va permettre à l'ordinateur de pouvoir taper la commande Java sans devoir aller dans le chemin où il y a java.exe, le programme. Le fait de l'avoir mis dans la mémoire de l'ordinateur grâce aux variables d'environnement, à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, automatiquement, il va savoir où se trouve Java. Si vous ne mettez pas ça, il ne va pas le trouver. C'est pour ça qu'il va vous afficher un message d'erreur, commande non trouvée. Ça ne veut pas dire que le programme n'est pas installé. Ça veut peut-être dire que Windows, le terminal, les programmes ne trouvent pas le programme en question, là, ici, java.exe. Donc là, on a Java Home, on a Java Home. Très bien. J'en profite pour vous présenter la variable path. Alors, il faudra vérifier que dans les deux, elles y sont. Si jamais ça bug, comme ça, vous êtes sûr. Et dans la variable path, vous voyez, il y a beaucoup plus de valeurs qui sont séparées par des points-virgules, très souvent. Alors, tout cela est enregistré dans les registres Windows. Alors, ici, il n'y a pas le Java. Donc, si jamais ça bug, je le rajouterai ici. Nous verrons ça par la suite. Je ferme la parenthèse et nous continuons avec la liste d'installation.
nous avons installé Java. Nous allons maintenant installer Node.js. Alors ici, je vous mets le lien. Sinon, il suffit de taper Download Node.js tout attaché. JS, c'est comme JavaScript. Et vous y êtes. Vous téléchargez la version. Alors, pas la source, la binary. L'installeur, je vous recommande de faire plus simple en fonction de votre système d'exploitation. Windows, Linux ou Mac. Là, je l'ai téléchargé Node, exactement comme pour Java. Je vais cliquer dessus et l'installeur va m'ouvrir une fenêtre de pop-up. Donc là, je vais vous demander de ne pas réfléchir, de juste cliquer tout le temps Next. Lisez même pas ce qui est écrit pour faire simple. Vous comprenez bien que cette formation, il y a beaucoup de briques technologiques et je n'ai pas envie de faire une encyclopédie sur chaque commande, chaque bibliothèque et chaque fonctionnement de chaque élément. On va aller droit à l'essentiel et exécuter des automatisations sur des smartphones. Et nous allons donc nous concentrer sur Python, l'inspection du code et l'automatisation, plutôt que d'expliquer le fonctionnement interne de chaque ligne de code de toutes ces bibliothèques. Donc, je reviens sur l'installation de Node et je clique sur Suivant. J'accepte. Suivant. Et regardez encore une fois le chemin d'accès sur Node.js. Mais normalement, il va être ajouté automatiquement dans tout cela. Donc, comme je vous ai dit, vous ne réfléchissez pas. Vous cliquez sur Next, 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 Next et Installe. Alors, peut-être je vais mettre une pause si jamais ça prend du temps. Alors, comme d'habitude, il y a la fenêtre, vous ne voyez peut-être pas sur mon écran, mais qui me dit « Voulez-vous autoriser cette application ?» Donc, vous dites « Oui ». C'est aussi utilisé par énormément de gens. C'est open source. Vous n'avez rien à craindre. Voilà, Node s'est installé. Je clique sur « Finish », terminé. Et je passe au suivant. Alors, peut-être, jetons un œil aux variables d'environnement. Est-ce qu'il a rajouté quelque chose? On va aller dans la page système. Et oui, il a rajouté Node.js. Alors, contrairement à Java, il n'a pas créé Node Home ou quelque chose comme ça. Il a rajouté dans le pass ici. OK, donc on va passer au logiciel suivant. Alors là, on va installer Android Tools. C'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir créer des répertoires. Alors, on va commencer. Première étape, donc 5A. Créer un répertoire nommé Android. Dans votre répertoire, c'est User. Donc là, vous allez voir votre nom d'utilisateur. Ça sera peut-être écrit à la place de User, utilisateur, si vous êtes sur Windows en français. AppData local. D'accord? Donc, je vais aller dans mon explorateur de documents. Vous voyez bien ici, dans C User, mon nom d'utilisateur, AppData local. Et là, je vais créer un répertoire que je vais appeler Android. Je rentre dans ce répertoire, je reviens à ma slide. On me dit en B, puis dans ce répertoire Android, créer un répertoire Command Lines Tools. Alors CMD, LINE-6 Tools. Donc, je crée un répertoire CMD-6 Line Tools. Ah ouais, j'ai déjà oublié. C'est tout attaché. Command line au singulier et tools au pluriel. Hop. Line. Tools. Exactement comme ça. Je rentre dans ce répertoire et on me dit qu'il faut décompresser le zip suivant ici qui contient un répertoire tools. Et il faudra le décompresser, ce répertoire tools, dans ce répertoire command line tools. Donc, je vais cliquer dessus. Hop, il est ici. Alors, si jamais vous le cherchez sur Internet, ben vous tapez Download Command Line Tools. C'est sur Google. C'est tout ce qui est lié à Android. J'ouvre le zip. Pardon.
Je suis dans le répertoire Command Line Tools. J'ai mon zip qui est ici. Donc, je clique, je glisse et je dépose ici pour le décompresser ici. Voilà. Étape accomplie. Les outils Tools, Android Command Line Tools sont ici et dans le répertoire binaire. Et celui que Appium aura besoin, là, nos scripts Appium, ça va être le SDK Manager et d'autres. En fait, ce n'est pas vraiment nos scripts qui en auront besoin, mais SDK Manager va être nécessaire pour l'installation d'autres choses qu'on va voir par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit installé. Et devinez quoi? Bah, pareil, il faut que la variable d'environnement ce SDK Manager, donc ici, ce répertoire bin, il faut que ce chemin d'accès, je vais le copier en faisant un clic droit, copier, et je vais l'ajouter dans ma variable d'environnement. C'est extrêmement important. Hop, voilà, vous savez où ça se trouve, variable d'environnement. Donc la première dans l'user, dans les passes, je vais rajouter le chemin d'accès. Hop, et ici aussi. Voilà. Je vais en profiter pour rajouter mon répertoire Android dans une nouvelle variable d'environnement qu'on va appeler Android Home. C'est comme Java Home, sauf que c'est pour Android. Et mon dossier Android, il se trouve là. C'est AppData Local. Voilà. Je vais faire de même ici pour les variables système Android Home. Voilà. Donc, si je monte ici, je vois bien mes Android Home avec mon répertoire Android Home. Très bien. On peut passer à la prochaine étape. Je reviens dans mon dossier Android. Je remets plein écran ma slide. Et là, j'arrive à l'étape 6. Il faut installer le SDK Manager. Alors, le SDK Manager a été installé juste avant. Donc là, il y a une petite erreur de ma part. C'est ici, ça serait... Alors, c'est les tools aussi, Android Tools. Mais ici, si on veut être plus précis, en fait, c'est à installer ADB. On va mettre .exe qui veut dire en fait Android Debug Bridge. Et lui, c'est le programme qui va communiquer avec le serveur Appium. Et c'est les scripts Python vont appeler ce ADB, justement. Et SDK Manager, normalement, va nous aider à installer d'autres choses. ADB, le Build Tools, etc. Alors, ADB, on le télécharge. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous tapez Download Platform Tools Latest pour le retrouver. Sinon, vous avez le lien que je vais vous communiquer. Vous cliquez ici. C'est ce dossier-là. Et qu'est-ce qu'on me dit? Dézipper dans le répertoire Android le fichier zip. Il contient normalement un dossier Platform Tools. On y va. Donc, je vais ouvrir le fichier zip. Je suis dans mon dossier Android. Je vais cliquer, glisser, déposer ce Platform Tools. Donc, ce Platform Tools, Command Line Tools, Platform Tools, regardez ici, il y a le fameux fichier adb.exe. Et cet adb.exe, on peut exécuter des lignes de commande pour interroger le smartphone. On verra ça par la suite. Donc, ce chemin d'accès aussi, Platform Tools, il le faut absolument dans mon chemin path, dans ma variable d'environnement. Bon, je vais tout de suite variable d'environnement. Et là, dans la variable path, je rajoute le chemin d'accès. Alors, pas Android, mais Android Platform Tools. Donc, copier, sinon je peux faire CTRL-C pour copier. Et là, hop,
Android Platform Tools. Donc, je vois, j'ai mon dossier Android, j'ai les Platform Tools, j'ai l'accès, la SDK Manager, le node JS. Alors, je ne vois pas le Java, le chemin d'accès Java ici. Donc, si ça bug, je rajouterai le chemin Java. Mais normalement, je n'ai pas besoin de l'ajouter parce qu'il y a Java Home ici. Ça devrait aller. OK. Et pareil dans le pass ici. On va rajouter le chemin d'accès et chemin d'accès Android aussi. Tant qu'à faire. OK. Je ferme mon zip. En revenant à la slide. Maintenant, je vais pouvoir taper SDK Manager, Build Tools avec ce numéro de version-là pour installer Build Tools. Et je n'aurais pas pu installer Build Tools car je n'aurais pas pu lancer SDK Manager si je ne l'avais pas installé. Et je rajouterai même, en plus, non seulement il faut l'installer, mais il faut rajouter le chemin d'accès dans les variables d'environnement du SDK Manager pour pouvoir taper tranquillement la commande SDK Manager Build Tools. Alors, je vais copier cette commande tout de suite. Je vais ouvrir le terminal en tapant CMD, commande, invite de commande. Et là, vous voyez, je ne suis pas dans le répertoire du SDK Manager, mais je vais quand même pouvoir appeler cette commande SDK Manager Build Tools 2803. Alors, avant de lancer la commande, regardez bien. Je vais revenir dans mon dossier Android et vous voyez, il y a deux dossiers ici, Platform Tools et Command Line Tools. Eh bien, à la fin de l'installation du Build Tools, il va y avoir d'autres répertoires et d'autres fichiers. Et on aura terminé l'installation de tous les programmes nécessaires à l'automatisation des smartphones avec Python et Appium. Donc, j'appuie sur Entrée pour lancer ma commande. C'est parti. Fetch. Voilà. Alors là, vous voyez acceptation. On dit oui, yes, Y, entrée et c'est parti. Ça risque de durer un petit peu de temps. Je vais peut-être mettre en pause ou non, je vais laisser à l'écran. J'aime bien montrer tout ce qui se passe et je vais peut-être accélérer la vidéo. Voilà, c'est donc terminé. Aucun message d'erreur. Je vais jeter un œil à mon dossier Android. Et regardez, je vous avais dit, on avait Command Line Tools et Platform Tools. Et on a le Patcher, Licence, Temp, Emulator, Tools, Build Tools. Et tous ces outils-là sont des outils nécessaires au développement de Android, aux tests des smartphones, etc. C'est vraiment typique Android. Donc là, on voit un dossier Tools, dossier binaire, et on voit qu'il a réinstallé SDK Manager. Alors ça, c'est dû, en fait, c'est-à-dire que on a commencé par créer le dossier Android, et il a fallu d'abord installer ça, non, le Command Line Tools, pour pouvoir installer le Build Tools. Et en fait, il y a une sorte d'interconnexion entre ces dossiers. Et finalement, le programme qu'on avait besoin en premier, qu'on a téléchargé, installé pour installer le suivant, etc., il était nécessaire pour installer le Build Tools. Et là, il y a d'autres programmes nécessaires et c'était celui-ci. Et la 2803, avec des tas d'autres programmes nécessaires à l'automatisation. Par contre, quand on installe ce Build Tools, lui aussi, il installe un dossier Tools. Donc, ce n'est pas grave, on a notre chemin d'accès dans nos variables d'environnement, c'est le principal. Par contre, Build Tools, je ne suis pas sûr. Donc, je vais rajouter 2803. Je vais copier ce chemin d'accès avec CTRL-C et je vais le rajouter par mesure de précaution pour éviter les messages d'erreur. C'est un peu des fois mystique, ces variables d'environnement, et par expérience, et j'essaie de ne pas contrarier mon système. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une nouvelle variable d'environnement, enfin une nouvelle valeur dans la variable d'environnement pass. Là, de l'utilisateur, j'ai rajouté le chemin d'accès vers les Build Tools. Et là, je vais faire pareil ici dans le système. On va rajouter
build-tools. Si vous avez des messages d'erreur, eh bien, de tout ce qu'on a fait là, dans la progression de cette vidéo, je ne sais pas si vous exécutez en parallèle ou vous regardez d'abord la vidéo et après vous allez exécuter. Et si après vous exécutez et ça bug, c'est qu'ici, il va manquer les fameux chemins d'accès. Voilà. Voilà. Donc, on est bon. On va voir qu'est-ce qui me reste dans mes slides à installer. On va installer Appium Desktop. Donc là, c'est ultra simple, c'est un logiciel et c'est le serveur Appium version desktop. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre d'inspecter le code des applications pour les XPath et pour le développement. D'accord? Et après, on installera Tesseract. Alors, on va installer aussi, bien sûr, la version Appium serveur grâce au Node. C'est pour ça qu'on a installé le Node également. D'accord? Donc, par laquelle on commence? Allez, on va installer la plus facile, c'est l'Appium Desktop. Donc, je clique dessus. Il y a un gros bouton ici bleu. On ne cherche pas à comprendre, on va vite, on clique. Et là, il faut repérer, vous voyez, dans le nom, Mac, c'est Macintosh, Apple, Linux, c'est Linux, et Windows, c'est ce qu'on a besoin. Je ne vais pas me soucier le zip, je vais direct télécharger l'exé. Il est là. Donc, comme d'hab, on va attendre le téléchargement se termine. On va cliquer dessus pour lancer l'installation. Je clique sur Suivant, Suivant. Alors ça, c'est une application desktop. Donc, normalement, il y aura peut-être un raccourci. Il n'y a pas besoin de rajouter des variables d'environnement pour les programmes d'installation desktop parce qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, il y a de la user experience, des UX, et on anticipe justement tous ces problèmes de variables d'environnement, contrairement aux autres outils qui sont destinés aux développeurs. Alors, je clique, voilà, juste pour moi, tous ceux qui utilisent, bon, je vais laisser juste pour moi, ça sera suffisant. J'installe. Donc, il va terminer l'installation. En attendant que l'installation d'Appium se fasse, je vais chercher la commande npm install Appium pour installer la version, le serveur qui va tourner en même temps qu'en back-end, en même temps que vos scripts. On ne va pas, je le répète, l'Appium ici, ça va être juste pour nous, pour développer. Après, quand vous lancez un script en automatique, on ne va pas lancer Appium Desktop à chaque fois, on va faire ça en automatique. Donc, on a besoin de la commande pour lancer un serveur Appium. Donc, on a besoin d'installer Appium. Alors, what npm install Appium. Voilà. Donc, la commande, elle est ici, npm install-6g Appium. Voilà. Je la copie avec CTRL-C, je retourne ici, et là, si tout se passe bien, pam, 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 je clique Entrée, c'est parti. Je suis en train d'installer le serveur Appium version ligne de commande. En parallèle ici, je continue installation Appium version desktop. Donc, on voit que ça a été super rapide. Unpackage, Appium, bien, génial. Donc, je vais accélérer la vidéo parce que si ça prend trop de temps, et je vous reprends tout de suite dès que c'est terminé. Voilà, c'est terminé et on me propose tout de suite de lancer Appium. Alors moi, ce que je vous recommande, si vous commencez à développer et qu'il est ici, vous faites un clic droit et vous l'épinglez à la barre des tâches. Comme ça, vous pourrez le lancer rapidement à chaque fois que vous lancez les sessions de programmation Appium. Donc, je vais cliquer fermer, je vais le lancer pour vous le montrer. Alors, il est censé se lancer, ça tarde un peu. Voilà, il est là. Voici l'interface du serveur Appium. Et comme je vous l'ai dit, il va se lancer. C'est un serveur, donc il va écouter là toutes les adresses IP. Et il va s'ouvrir sur le port 4723. Donc, vous imaginez bien qu'on va, depuis Python, lancer des commandes.
comme un serveur de base de données, comme un serveur de mail, il va falloir se connecter au serveur sur le bon port. Et bien entendu, avant de lancer nos scripts Python qui vont envoyer du code au serveur, il va falloir démarrer le serveur. Et là, on a la configuration. Donc, normalement, il n'y a rien à faire, hormis après d'ajouter d'ajouter des configurations, en fait, des paramètres pour se connecter au smartphone qui est actuellement connecté par câble USB sur votre ordinateur. Mais on verra ça par la suite. Et ici, pour le terminal, eh bien, pour lancer le serveur Appium par terminal, c'est assez simple. Alors, je vais rechercher dans mon PyCharm le code de lancement, parce que, enfin, c'est assez simple, oui, c'est assez simple parce qu'il faut taper juste une ligne de commande, mais il faut se souvenir de la ligne de commande. Donc, je vais lancer rapidement. Voilà, je vais aller dans un bon fichier. Hop, ici. Donnez-moi juste 2 secondes. Elle est ici. Alors, avant que je la lance, regardez. On appelle simplement Appium et il y a des paramètres. Alors, log, c'est pour loguer dans le fichier Appium log tous les messages d'erreur par rapport à ce qui va arriver. Donc, forcément, en tant que développeur, ça va être sympa d'avoir un fichier log. Le niveau d'erreur, donc là, on met en mode debug, en mode level error. On active le debugging, log spacing async trace. Là, je ne me souviens plus, je vous avouerai. Donc, vous rechercherez dans la doc et vous me direz, j'en avais besoin pour un script perso. Mais en gros, vous lancez Appium, c'est suffisant. D'accord? On va tester, vous lancez Appium. Voilà, Appium est lancé, il écoute au serveur 004723. Mais pour vous apporter un peu plus d'infos, je voulais vous montrer les options de log. Donc, si je fais CTRL-C, normalement, je peux terminer le serveur. Et maintenant, je suis dans le répertoire GOT. Donc, je vais recopier la commande. Je vais l'exécuter. Alors là, il passe des commandes. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais tout de suite aller dans mon répertoire GOT. Appium log. Il est ici. D'accord? Donc là, Appium est lancé. Sauf que là, apparemment, j'ai désactivé l'affichage des messages d'erreur dans la console pour le mettre ici, dans le dossier. Sauf que comme je ne lance pas encore de commande d'automatisation sur le serveur, là, mon log il va être vide. Il y aura juste le démarrage. Welcome to Appium, listening 4723. Il ne nous reste donc plus qu'à installer un dernier qui est Tesseract. Alors, Tesseract, c'est un logiciel de reconnaissance de caractères. Alors, laissez-moi juste trouver la bonne version. Tesseract, on va trier ça par date. Ici, ah oui, voilà, c'est simple, c'était du plus récent au plus ancien. Maintenant, j'ai le plus récent. Windows 32, moi j'ai Windows 64, l'alpha. Ici, je vais prendre celui-ci qui date du 6 mai. Je clique dessus et je lance l'installation. Donc là, comme d'habitude, voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu? Vous dites oui. Donc c'est de l'open source. C'était un projet, je crois que Google avait travaillé avec ça et ça permet la reconnaissance de caractères sur des images. Donc c'est une bibliothèque libre, renseignez-vous sur Tesseract et vous allez voir, on peut télécharger des language data.
Donc là, bien entendu, on voit qu'il y a anglais, mais on n'a pas le français. Donc, si on s'amuse à faire des automatisations sur des applications smartphone où les boutons sont en français, il va falloir installer le pack de language français. D'accord? Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, vous allez voir que les applications, des fois, ils font tout pour nous faire galérer pour pouvoir automatiser des choses. Donc, des fois, il n'y a pas les textes, il n'y a rien. Et la seule astuce que j'ai trouvée, c'était par contre, je peux identifier des éléments avec des XPath. Je n'arrive pas à récupérer les textes ou des fois, j'ai besoin d'identifier par rapport au texte du bouton pour être sûr que c'est le bon bouton, je ne peux pas. Donc, ce que je fais, je récupère une image du bouton que je convertis en texte. Voilà la petite astuce. Donc, je termine l'installation. Je clique suivant. Terminé. Voilà. Donc là, normalement, j'ai Tesseract et je vais voir les data. Alors là, si on reste ici, on a du train data, c'est-à-dire que le système, c'est du deep learning. Hein, donc, il faut envoyer des données pour que l'algorithme s'entraîne pour apprendre, il auto-apprend. Et donc, quand on va dans train data, pourquoi il n'y a que le FR ici? Tiens, c'est bizarre ça. All, Debian, Lestopia. Alors, laissez-moi voir. Tesseract. French language. Extraire le là. On va faire Tesseract data file French language. Train models, support, GitHub, et voilà. Écoutez, on va le rajouter tout de suite dans ma slide, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc quand vous cliquerez sur ce lien, vous arrivez ici, et alors, il faut chercher FR hein, comme français. Bien entendu, ça dépend du langage ou de l'application. Moi, dans mon cas, j'ai besoin de ceci. Donc, je clique ici. Donc, il faut le télécharger ici. Donc, ce qui se passe, c'est que le fichier est tellement gros, il ne l'affiche pas. Bah oui, c'est de l'entraînement. Donc, il y a énormément de data dedans. Donc, là, ici, à droite, donc, on est sur FRA Train Data. Je vais le mettre direct pour vous, pour la slide. Hop. Donc, je clique sur Download. Voilà, vous voyez, il y a un fichier FRA Train Data. Je vais le récupérer. Je vais le couper pour le mettre dans mon dossier où Tesseract s'est installé. Alors, un programme s'installe sur Windows très souvent dans un des deux dossiers, soit le programme x86. Donc, je vais voir, je rentre dans le x86, j'ordonne par modifier pour avoir du plus récent. Et on voit mon node, il s'est installé là. Par contre, je ne vois pas Tesseract. Et là, Microsoft, c'était quoi? C'était je ne sais quoi. Donc, je vais tester l'autre, le fichier programme pour 64, et je le vois ici, TCR. Et ici, on voit un dossier, test data. Donc, Tesseract OCR, test data. Et là, vous voyez, il y a l'anglais train data. Donc, je vais pouvoir faire un clic droit et coller. On me demande l'autorisation. Je dis oui, c'est bien moi l'admin. Et on a mon FRA ici. Et maintenant, ce chemin d'accès là, je vais le copier et devinez ce que je vais faire. Je vais le mettre dans ma variable d'environnement pour être sûr que Python ne va pas bugger par la suite. Vous voyez, c'est l'avantage de prendre une formation, c'est que vous allez gagner du temps. Là, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, là, moi, j'ai dû le faire par moi-même. Ça a pris des semaines, quoi, le temps de tout faire fonctionner. C'est ça aussi. Et que je me forme, moi également, pour gagner du temps et écouter les conseils des experts, de ceux qui ont déjà de l'expérience dans cela. Alors, j'ai rajouté mon test data, super. Ah, vous savez quoi? Je vais même rajouter Tesseract OCR aussi pour être sûr. Et pareil, ici dans la variable système, je rajoute Tesseract data et je vais rajouter, donc là, j'ai plus de place, je vais cliquer sur nouveau.
et je mets OCR. Bah oui, hein, c'est normal. Hein, et si je mets test data, il ne va pas deviner ce qu'il y a avant. Hein, il va que être test data. Donc, il faut bien que je lui précise. Par contre, l'inverse est possible des fois, mais pas tout le temps. Donc, moi, je mets les deux. Je suis sûr, comme ça ne bug pas. J'ai eu tellement d'erreurs. OK, OK. Et voilà, c'est terminé pour Tesseract OCR. L'option donc, qui vous permet, pour notamment Facebook, de pouvoir automatiser et d'identifier des choses avec la reconnaissance de texte sur des images. Allez, ciao!